Bonjour tout le monde et re-bienvenue à cette diffusion en direct du projet Je m'oriente en live proposé par l'organisme Jeunes Explos Stage d'un jour. Je me présente, mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté, je suis chargée de projet à l'organisme et aujourd'hui, il me fait très plaisir d'animer cette entrevue bien spéciale avec vous. Donc, comme vous le savez, les jeunes à la maison qui nous écoutent, initialement, ce qu'on propose à Jeunes Explos, c'est un stage d'exploration en milieu de travail pour te permettre d'explorer de façon concrète le métier ou la profession qui t'intéresse. Donc, dû aux circonstances entourant la COVID-19 actuellement, malheureusement, c'est pas possible d'explorer en milieu de travail le métier de ton choix. Mais à Jeunes Expos, on s'est montré créatif et on a mis sur pied le projet Je m'oriente en live pour te permettre d'une certaine façon d'explorer la profession que tu avais choisie lors de ton inscription à Jeunes Expos. Donc aujourd'hui, je suis très contente d'accueillir Dr Dominique Trépanier, qui est psychologue au CIUS de la capitale nationale. Bonjour, Dr Trépanier. Bonjour. D'abord, merci beaucoup d'être présent avec nous aujourd'hui. C'est vraiment très apprécié. La psychologie, ça reste un domaine fascinant qui intéresse beaucoup de jeunes là, partout au Québec. Donc, on est très content de vous avoir. Ça fait plaisir d'être là. En fait, pour commencer l'entrevue, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre milieu de travail, le CIUS de la capitale nationale, et quel est votre rôle spécifiquement là-bas? D'accord. Et le CIUS de la capitale nationale, c'est une grande famille de Charlevoix à Port-Neuf, fait que depuis qu'on a fusionné en 2015, mais où spécifiquement où moi je travaille, qui est l'Institut universitaire de santé mentale de Québec. Dans le fond, nous, on est un hôpital psychiatrique et où est-ce qu'on donne des soins spécialisés pour des gens qui ont des problématiques en santé mentale d'âge adulte et qui sont vraiment des problèmes qui sont complexes, chroniques, donc qui demandent des soins spécialisés puis en interdisciplinarité, pardon. Excellent. Ou en collaboration interprofessionnelle, si je veux prendre les derniers mots du jour. Les derniers termes, super. Oui. Juste une petite précision pour les jeunes qui nous écoutent présentement. Si jamais vous avez des questions spécifiques pour Dr Trépanier, simplement les mentionner dans les commentaires sous la vidéo. Et tout au long de l'entrevue, on va tenter d'y répondre. Donc, Dr Trépanier, est-ce que vous pouvez nous dire plus spécifiquement, de façon concrète, à quoi ça ressemble une journée type comme psychologue? Ben, la journée type de psychologue commence comme tout le monde. Je me lève, puis on déjeune. Et après ça, je vous dirais que la journée commence. Moi, je vais parler plus de moi parce que dans la profession, je parle, il y a des psychologues, mais on pense aussi aux neuropsychologues. Peut-être que les jeunes auront des questions spécifiques pour ça. Puis d'ailleurs, j'ai parlé avec une de mes collègues qui est neuropsy, qui a bien voulu se prêter à l'exercice de me dire un peu quoi répondre parce que moi, je ne suis pas neuropsychologue. Et pour ce qui est de moi, ma journée type, ben écoutez, j'arrive au travail. Évidemment, je vais commencer par regarder mon horaire, qu'est-ce que j'ai au programme. La plupart du temps, je vois à peu près 4 clients par jour, 4 personnes que j'ai en suivi. Fait que je vais prendre à chaque fois le temps de regarder où on en était la dernière fois, où on s'en va, c'est quoi, y a-t-il des changements dans son dossier, tout ça. Et puis, je vais me mettre donc à rencontrer les gens de façon une à une. Puis les entrevues durent environ 50 minutes. Évidemment, dans ma journée, il y a autre chose parce que je fais pas juste rencontrer des clients. Je dois dire qu'actuellement, dans le contexte de pandémie, c'est particulier parce qu'on est un petit peu plus confiné à nos clients. On a un petit peu de choses qu'on fait d'habitude qui nécessitent qu'on se rencontre plusieurs en même temps, en même place. Fait que c'est comme on est actuellement, on respecte les mesures de l'Institut de la santé publique, mais normalement, donc, sans pandémie, on va avoir des rencontres avec d'autres professionnels, on va avoir des discussions de cas où on se rencontre, puis si on a des questions, ben on se creuse les méninges ensemble. Donc, parce que moi, je travaille avec d'autres professionnels qui sont essentiels au bon traitement des gens que je vois. Et je vais collaborer avec eux, on va pouvoir avoir des projets, je vais pouvoir animer des groupes pour les familles aussi. Donc, je peux t'inviter aussi dans d'autres réunions pour parler des cas que moi je vois. Et dans ma journée, je peux faire tous ces genres de tâches-là que sont un petit peu moins régulières, mais que je fais quand même dans ma semaine, en plus de tous les clients que je vois. Et bien d'autres choses, mais disons que ça résume un peu une journée type. Puis vous dites que vous travaillez souvent en collaboration avec d'autres professionnels. Pouvez-vous nous donner des exemples? Comme par exemple, quand je parlais des réunions cliniques, souvent autour de la table, c'est un peu l'avantage de travailler en
en soins spécialisés comme ici à l'Institut, c'est qu'on a accès à un nombre assez impressionnant de professionnels. Puis pour récemment, les dernières données que j'avais, je pense qu'on est 60 professionnels, au moins 60 types d'emplois différents pour des professionnels qui œuvrent un peu partout dans le SUS. Mais plus concrètement, proche de moi, je vous dirais que je travaille avec des infirmiers, des ergothérapeutes, des éducateurs, des pharmaciens, des psychiatres. J'ai à collaborer avec évidemment les gestionnaires, travailleurs sociaux. J'espère pas oublier de mes collègues, les infirmiers évidemment, infirmières. Est-ce que j'en oublie d'autres? On a des techniciens à loisirs, des physios, des kinésiologues. Donc, voyez-vous, on a une grande panoplie de gens. Fait on peut collaborer avec eux de différentes façons, soit par des réunions, soit que je vais les appeler, ou soit que je vois une personne, mais qui, elle, voit un kinésiologue, voit un éducateur, me voit. Fait que nous, c'est important qu'on se parle ensemble pour qu'on travaille dans le même sens, pour pas que la personne soit au milieu, par exemple, et entende des choses, des directions différentes, donc pour son bien, pour optimiser le traitement qu'on lui donne, on parle, on se pose des questions, on communique l'information entre nous pour savoir quand il se passe quelque chose, quel impact ça a eu, est-ce que moi je vais reprendre ça en psychothérapie s'il s'est passé quelque chose dans un autre service. Fait que pour la compréhension clinique, la coordination du traitement, ben souvent on va avoir à se parler soit individuellement au téléphone, soit qu'on va se voir, ou soit qu'on va se faire des réunions d'équipe pour discuter du meilleur traitement qu'on peut faire pour la personne. Mm-hmm. Donc, je comprends que la collaboration multidisciplinaire, c'est super important pour le client et pour vous en tant que professionnel là, pour bien exercer. Là. Tout à fait. Nous, les psychologues, on est un maillon d'une grande chaîne. Puis pour moi, c'est aussi important. Mon rôle est très important pour eux, mais à l'inverse, leur rôle est tout aussi important pour moi. Puis un autre exemple, si je peux donner peut-être spécifiquement notre milieu, ici, il y a des unités où on accueille les gens qui sont en crise ou qui sont, par exemple, très souffrants, qui vont sur les unités pour se rétablir et retourner chez eux dès que possible. Bien, souvent, nous, on peut être invités sur les unités pour aller aider l'équipe à le comprendre ou à faire tel type d'intervention. Je pourrais conseiller des collègues comme eux vont pouvoir m'en apprendre également. Là, c'est toujours dans les deux sens, la collaboration. Puis justement, est-ce qu'il y a des outils spécifiques que vous utilisez dans le cadre de votre travail, soit pour justement la collaboration entre les collègues ou encore des outils que vous utilisez avec votre client spécifiquement? C'est sûr qu'entre collègues et psychologues et même les neuropsy, on partage des tests communs, mais je dirais qu'avec les neuropsychologues, eux, si je petite parenthèse, eux ont des tests plus spécifiques parce que eux autres, ils se concentrent beaucoup sur comprendre le cerveau, le fonctionnement du cerveau, ce qu'on appelle les fonctions cognitives communément. Et donc, eux ont des outils spécifiques, des tests spécifiques. Quant à moi, dans ma pratique, concrètement, ben, je vais utiliser des questionnaires. Puis des questionnaires, ben, j'en ai un, il n'y a rien de spectaculaire là-dedans. Je peux peut-être le montrer un petit peu à l'écran. Donc, c'est un questionnaire de style papier-crayon qu'on peut trouver un peu sur Internet, un peu partout. Mais ceux-là ont été construits par des psychologues qui ont un niveau de solidité ou de construction scientifique plus solide des fois que ce qu'on retrouve sur Internet, là, sur les tests de personnalité, par exemple, d'attitude. Mais bref, c'est des outils qui nous permettent d'en apprendre plus là, sur la personnalité, sur comment elle fonctionne, puis comment la personnalité contribue à maintenir, déclencher leurs problématiques. Donc, oriente le traitement, nous aide vraiment à comprendre la dynamique de la personne et ce qui peut nuire là, à ces. Et suite à ces tests-là, puis suite aux discussions que vous avez avec vos pairs professionnels et les clients, est-ce que c'est possible de faire des diagnostics comme psychologue? Oui, comme on disait au début, on a des diagnostics psychologiques. Je pourrais diagnostiquer, puis c'est important, je dis diagnostic psychologique parce qu'au sens de la loi 21, on est apte à faire des diagnostics psychologiques et non pas psychiatriques. Le psychiatrique va venir au médecin. Le diagnostic psychologique, tout à fait, je peux arriver par exemple, à arriver à une conclusion qu'il y a un trouble de personnalité narcissique ou encore qu'on est affaire à une dépression plutôt qu'à un trouble anxieux ou qu'on a affaire à les deux. Donc, oui, on peut arriver à des diagnostics là, psychologiques à l'aide des tests qui vont nous aider à comprendre soit la personnalité ou soit la manifestation de symptômes de la dépression, l'anxiété, des phobies, par exemple. De ce qu'on entend un petit peu plus là, tout à fait. Puis les neuropsychologues, quant à eux, vont arriver avec des diagnostics vraiment neuropsychologiques.
Donc, qui vont s'intéresser, par exemple, à l'évaluation du trouble de la pas du trouble, mais l'évaluation de la conduite automobile ou encore les déficits cognitifs qui sont présents dans la maladie et ce qui est attribuable à des fonctions cognitives. Donc là, on a parlé des différences entre la profession de psychologue, ensuite la spécialisation neuropsychologie, puis on a aussi effleuré la psychiatrie, qui ça, c'est plus un domaine à la médecine, relié à la médecine. Je m'interroge, quelle est la formation pour devenir psychologue, puis quelle est la formation pour devenir neuropsychologue? En fait, c'est vrai qu'on s'est intéressé, peut-être une petite parenthèse, à la psychiatrie. On travaille aussi en psychiatrie, mais tout ce qui est plus pharmacologique, les diagnostics médicaux, là, on s'intéresse vraiment plus à la profession de psychiatre. Au niveau de la formation comme telle, en fait, pour être psychologue ou neuropsychologue, c'est essentiellement la même chose. Okay. Il faut faire, évidemment, des études, faire son secondaire, pardon, et soit qu'on va prendre, je pense, les sciences naturelles que ça s'appelle maintenant. Oui, au collégial, dans le fond. Au collégial, sciences naturelles ou sciences humaines, on a les deux. Sciences humaines donnent aussi accès, donc on peut faire les deux. Et après qu'on a fait, je pense qu'en sciences humaines, il y a des spécialisations en psycho qu'il faut prendre. Bref, mais on s'en va après au baccalauréat en psychologie. Et après ça, on s'en va directement au doctorat depuis C'était la première cuvée, puis je m'en souviens plus, ça commence à être loin. Mais bref, on passe du bac au doctorat de 2 et de 3e cycle. Donc, on s'enligne pour 3 types de doctorats. Le premier, c'est le doctorat clinique, qui est peut-être le moins long, mais qui est le plus près de la pratique du psychothérapeute de voir un client. Donc, il se concentre vraiment à l'aspect clinique de la chose. On a un autre doctorat qui est plus de 5 ans environ, qui lui fait de l'intervention, donc de la clinique, et va s'intéresser aussi à la recherche. Donc, il va sortir un peu avec les deux formations. Et on a un doctorat qui est essentiellement recherche. Et lui ne donnera pas accès au titre de psychologue, de psychothérapeute, pardon. Donc, il va donner accès, il va pas porter le titre de psychologue, mais il sera pas il pourra pas être psychothérapeute. Mais c'est en fait, on parle d'environ entre 3 et 5 ans. À l'intérieur de quoi il va y avoir 1 an d'internat. La dernière année, on va être directement dans le milieu, supervisé par des professionnels comme moi. Je pourrais recevoir ce qu'on appelle un interne en psychologie. Donc, je vais le superviser pendant 1 an. Ça commence même avant ça, là, dépendant des cursus, là, mais il y a des praticoms des fois. Fait que je dirais, dès la première année du doc 2e, on est déjà en train de faire des praticoms. Donc, on va dans le milieu de façon un petit peu plus brève, avec un petit peu moins d'intervention. Évidemment, quand on arrive en dernière année, ben là, on est pratiquement en train de faire le métier de psychologue. C'est juste que moi, je vais le superviser là, pour étudier des petits correctifs. Donc, c'est à peu près ça. La neuropsychologie, évidemment, il n'y a pas, comment je dirais ça, dans le parcours de doctorat, on va prendre des cours spécialisés en neuropsy, ce à quoi, à la fin, on va pouvoir sortir avec l'attestation comme de quoi je peux être neuropsychologue. Mm-hmm. Il y a la question ici de Catherine, justement, par rapport à la formation. Catherine se demandait si c'était le baccalauréat, la maîtrise et le doctorat. Mais selon ce que vous dites, on peut comprendre qu'on passe du baccalauréat directement au doctorat. C'est bien ça? À moins que je ne m'abuse, la maîtrise n'existe plus. Donc, on parle vraiment plus d'un doctorat qui vient remplacer la maîtrise. C'est pour ça qu'on parle d'un doctorat de 2 et de 3e cycle. Donc, c'est vraiment bac, doctorat directement. Excellent. Ben, merci pour les précisions. J'espère que ça répond à ta question, Catherine. Maintenant, je suis curieuse de savoir à quel moment vous avez su que c'est ça que vous vouliez faire dans la vie, devenir psychologue. C'est intéressant parce que pour la journée, j'ai parlé à des collègues pour avoir comme un peu, pas juste, pouvoir donner aux jeunes une impression qui est pas juste individuelle, mais que, tu sais, qui est un peu partagée par les collègues. Oui. Et je me rends compte qu'à cette question-là, je détonne un peu. Je vous dirais que j'ai su que je voulais être psychologue, moi, en secondaire 3. J'ai compris que j'avais envie d'aider les gens et que c'est quelque chose la relation humaine, comprendre, apprendre à lire, à vraiment pouvoir aider l'autre, à le comprendre, et toute la question du non-verbal, du verbal. Bref, je me suis intéressé à ça très jeune et ça m'a toujours passionné. Et j'ai fait les choix en conséquence et Dieu merci, je me suis pas trompé parce que après tout autant d'années, ça aurait été correct que je me trompe, c'est pas grave, mais je suis content de ne pas m'être trompé après avoir mis autant d'années d'investissement là-dedans. Donc, ça a commencé en secondaire 3. J'ai eu la piqûre ou l'intérêt, disons, l'intérêt pour la piqûre, mais l'intérêt pour ça. Donc, l'intérêt pour la relation d'aide, faire la différence pour les gens, chercher à comprendre aussi les comportements d'autrui. Exactement.
Mes collègues, vous les voyez-vous, ça apparaît aussi, il y en a au cégep, hein, il y en a que c'est plus au cégep. Fait que je dirais qu'à un moment donné ou un autre, il y a quelque chose qui à un moment donné nous inspire ou nous attire dans cette profession-là. Ce qui est certain commun à tout le monde, c'est qu'on a envie d'aider les autres. On a envie de faire une différence chez les gens qui souffrent. Puis, quelles seraient les qualités requises pour devenir psychologue selon vous? Évidemment, si on est psychologue pour devenir psychothérapeute, parce que c'est ce que moi je suis, j'ai fait un doctorat clinique, donc je m'intéressais pas vraiment à la recherche, je m'intéressais vraiment à être en face de quelqu'un et pouvoir l'aider. Pour ce qui est de ça, puis c'est plus de ça que je vais parler, on peut pas passer à côté du désir d'aider les autres, et on peut pas passer à côté certainement de, de la passion pour être en relation avec les autres, hein, parce que quand je suis avec quelqu'un, je suis avant tout en relation. Donc, ça, c'est des qualités essentielles, c'est d'avoir cette curiosité, cet intérêt pour quelque chose qui est pas palpable. Hein. Si je travaille dans la construction, les planches sont palpables. Il y a des choses qui sont visuelles. Tu sais, nous, l'émotion, la problématique, c'est quand même quelque chose qui est abstrait. Donc, il faut être prêt à travailler avec quelque chose qu'on touchera jamais. Donc, on en voit les manifestations, mais on le touchera jamais. Et c'est peut-être ça qui est vraiment le fun, puis qui peut être vraiment une belle qualité, c'est de s'intéresser à ces choses qui sont pas concrètes, mais dont on ressent les effets, un peu comme le vent, hein, on le voit pas, mais on sait qu'il est là parce qu'on le voit à travers d'autres choses. Les émotions, c'est un peu ça. Il faut aimer travailler avec ça. C'est sûr qu'il faut avoir de la détermination, c'est sûr qu'il faut être passionné parce que faut pas se le cacher, c'est pas après le secondaire, c'est le cégep, après le cégep, c'est le bac, après le bac, donc il y a un chemin qui est quand même plus long que si je décide de faire juste un collégial. On vient au collégial, mais c'est quand même un cheminement qui est plus long. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir de la détermination, il faut être capable de s'engager, il faut être motivé pour faire ça. Mais l'amour des autres, avoir envie d'aider, avoir envie de travailler quelque chose comme l'émotion, être en relation, c'est certainement des qualités essentielles pour faire ça. Ce métier-là, puis aussi avoir une certaine capacité. Puis ça s'apprend, hein, parce que mais l'espèce de capacité à à entendre des problèmes sans les prendre comme étant les siens. Fait qu'avoir une certaine capacité à avoir un détachement sain, ce qu'on va appeler dans le métier une distance bienveillante. Donc, d'avoir cette capacité-là à oser aller dans cet univers-là. Et tout ça, ça se développe évidemment, comme je disais, là, une question que ça fait une dizaine d'années que je fais ça un peu jeune explo. Et ça revenait souvent à cette question-là, c'est comment qu'on fait pour gérer ça? Ça s'apprend, la formation est là pour ça. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faut avoir cette capacité-là. De développer justement une certaine distance par rapport aux problématiques qu'on entend. Et vous avez dit tantôt que vous avez en moyenne 4 à 5 clients par jour. Donc, j'imagine que ça peut être un défi, là, justement, de se distancer de tout ça. Là. Absolument. Faire de la psychothérapie, c'est émotionnellement engageant. C'est pour ça qu'à un moment donné, au-delà de 4 à 5 clients, ça devient soit qu'on est plus capable que la moyenne, mais je vous dirais que c'est tellement engageant qu'effectivement, à un moment donné, il y a un nombre qui est possible de faire. Puis 4 à 5, là, c'est une déplacée standard, là, connu, là, c'est à peu près ça qu'on voit par jour. Donc, c'est sûr qu'émotionnellement, c'est très engageant de faire de la psychothérapie. Il y a une question ici de Héloïse, pardon, puis je la trouve vraiment intéressante. Héloïse demande si c'est possible d'exercer comme psychologue si on a nous-mêmes un diagnostic ou une problématique. Absolument, absolument, tout à fait. Avoir une problématique ou avoir quelque chose, c'est apprendre à la surmonter. Et c'est pas parce qu'on a une problématique qu'on peut pas faire un tel métier. Peut-être que ça demandera des apprentissages particuliers, mais c'est certainement pas un obstacle. Au contraire, puis même qu'éventuellement, avec la formation et tout ça, ça peut même devenir un atout qu'un autre n'aura pas parce qu'on a connu ça de l'intérieur, et qu'on va avoir une capacité d'empathie particulière par rapport à ça si on en rend compte. Et ça peut même devenir une richesse, ça peut même enrichir l'expérience du psychologue, bien que peut-être demandera certains ajustements ou développer des aptitudes particulières, mais c'est certainement pas un obstacle, ça c'est clair. Excellent. Ben, merci pour la réponse. Puis j'espère, Héloïse, que ça répond à ta question, d'ailleurs, qui était très pertinente. Tout à fait. Donc, les portes sont ouvertes, là. Il n'y a pas de restrictions, quoi que ce soit. Non, absolument pas. Et si ça nous passionne, il faut y aller, il faut l'essayer.
Justement, si on a envie d'exercer comme psychologue, Oui. quels sont les secteurs d'emploi possibles? Mon Dieu, ça va être difficile de toutes les nommer parce qu'il y en a tellement. Mais mettons, si on pense en termes de clientèle, puis aussi de secteur, clientèle, on va pouvoir travailler avec des enfants, des familles, des adultes, des personnes âgées, on va pouvoir travailler avec des immigrants, on peut travailler avec des milieux carcérales, on peut travailler avec des populations un petit peu plus ciblées comme les hommes violents ou encore les femmes victimes de trauma ou les anciens militaires, par exemple. Euh, Ça, je parle de clientèle, puis je pourrais en nommer plus. Il y en a vraiment plus que ça, mais ça deviendrait un peu ennuyeux. Mais dans les milieux, il y en a plein. On peut penser aux hôpitaux, aux écoles, on peut penser aux centres de recherche, on peut penser au ministère, au gouvernement, on peut penser au secteur privé, on peut fonder sa propre clinique, parce qu'il y a le privé et le public, hein. Évidemment, il y a ces deux mondes-là. On peut participer à des cliniques multidisciplinaires. Je sais qu'actuellement, puis la pandémie, c'est peut-être des choses créatrices qui ressortent de là, mais toute la pratique en visioconférence virtuelle aussi se développe. Donc, je vous dirais que faire de la recherche, on peut même superviser d'autres psychologues, on peut agir comme consultant, on peut travailler dans les entreprises, on peut être donc appelé à faire tellement de choses différentes, de trouver ce qu'on aime. Et c'est pas un problème, les choix sont là. C'est à un moment donné de trouver qu'est-ce qui nous ressemble, qu'est-ce qui nous parle. Mm-hmm. Puis j'imagine qu'on peut cibler nos préférences en termes de clientèle ou de problématiques à même la formation, là, quand on étudie, quand on fait nos recherches, passer les examens, on effleure tout ça, là, ces possibilités-là. Hein. Tout à fait. Puis dans la formation, si je peux parler avec la formation, c'est vraiment intéressant parce qu'au baccalauréat, on demande aux jeunes on lui demande d'aller faire des stages de bénévolat. Fait que ça permet d'explorer différents types de milieux qu'on aime. Et oui, effectivement, dans le cursus de cours, je pense pas, en toute humilité, là, peut-être que je me trompe, mais il serait impensable de penser que tout est possible. On peut aller étudier dans n'importe quoi. Dans l'université, à un moment donné, il y a trop de choses. Mais c'est sûr que les grands thèmes sont là à l'université pour pouvoir se spécialiser, que ce soit en adulte, en enfant, en famille, que ce soit auprès des maladies plus des troubles cognitifs, que ce soit plus au niveau des troubles de personnalité, que ce soit plus au niveau de l'humeur. C'est clair que les universités offrent, après, avec l'intérêt, on peut aller chercher des cours qui nous parlent plus puis qui vont venir un petit peu personnaliser notre formation. Il y a une autre question, toujours en lien avec la formation de Catherine, qui se demande, est-ce que c'est obligatoire de faire la rédaction de thèse ou d'un mémoire au doctorat, même si on prend le volet clinique? Excellente question. Puis pour vous faire une confidence, j'étais pas un fervent, j'étais pas un des meilleurs candidats pour faire des longues rédactions de recherche. C'est pas quelque chose qui me touchait et qui venait vraiment correspondre à mes aspirations. Donc, dans le doctorat clinique, le mémoire n'existe plus, en fait, mais dans le doctorat clinique, essentiellement clinique, ce qui s'appelle le DTS, donc les lettres et les acronymes les lettres qui vont avec ça, on va faire ce qu'on appelle un essai. Puis un essai, ce qui est vraiment intéressant, et qui est relié au milieu dans lequel on fait l'internat. Donc, on va se poser une question qu'on va pouvoir élucider dans notre internat, comme par exemple, on va se poser la question, la thérapie cognitive comportementale, est-ce que ça fonctionne et qu'est-ce que ça a comme effet? Fait que durant mon internat, je vais rencontrer des gens, puis là, je vais lui faire passer la thérapie, puis après ça, je vais évaluer si ça a fonctionné. Et dans mon essai, qui est moins lourd qu'une thèse, dans mon essai, ça va être essentiellement, je vais répondre à cette question-là à l'aide de mon expérience. Donc, je vais rendre compte de mon expérience dans mon processus de doctorat. Ce qui était, moi, ça me motivait, ça me parlait beaucoup plus parce que ça allait parler de mon expérience et de ce que je faisais, puis c'était très concret. Donc, ça, on peut faire ça dans le doctorat clinique. Évidemment, si on prend intervention et recherche ou recherche, il faut s'attendre à faire une thèse qui demande un niveau de complexité et de longueur quand même significatif. Là. Voilà. Et merci pour ces précisions en lien avec la formation. Pour terminer, Dr Trépanier, parce que je vois que le temps file, ça passe très vite. Oui. Quels seraient vos conseils pour les jeunes qui nous écoutent, qui ont un intérêt par la psychologie?
certainement de le développer. Hein, puis le développer un intérêt là, avec aujourd'hui les technologies puis tout ce qu'on a accessible, là, c'est plutôt simple. Donc, on peut aller lire, on peut se questionner, on peut aller voir des vidéos sur YouTube, on peut suivre des psychologues qui ont des profils Facebook, on peut aller lire des choses en ligne énormément. On peut poser donc plein de questions sur des forums, sur des comptes ou sur des plans. Donc, si ça a un intérêt ou une passion, il faut la développer, il faut la nourrir. C'est comme ça que plus je m'y intéresse, plus je sais, c'est ah oui, ça me fait bien. Fait que de pas hésiter, de foncer, ça part d'une passion avant tout, puis de voir les choses un jour à la fois. C'est tellement payant parce que c'est vrai que c'est un long processus, hein, mais on le voit une chose à la fois. Puis en ayant cette capacité-là, puis en ayant cet intérêt-là, la passion, puis quand on se dit une chose à la fois, ben on avance, puis maintenant on se rend compte que je suis rendu dans ma dernière année, je suis rendu à faire mon choix de milieu d'internat. Donc, nourrir cette passion-là, c'est la base, puis essayer d'avoir une approche réaliste, mais de pas oser, de pas se limiter, puis d'oser dire oui, j'embarque là-dedans, puis je le fais, puis je prends les choses une à une. Voilà. Et sur ces belles paroles, Dr. Trépanier, tout plein de motivation, on sent vraiment votre passion là à travers ça. Absolument. Après autant d'années, 14 ans de pratique, 15 ans, c'est toujours, ça me va comme un gant la profession, puis j'adore ce que je fais. Puis du fait aussi que chaque client ait une problématique différente, une réalité différente, ben j'imagine que chaque journée est différente. Tout à fait, tout à fait. Excellent. C'est un privilège d'avoir accès à cet univers-là, à cette intimité-là avec les gens, puis de pouvoir faire une différence. C'est génial. Bien, merci beaucoup pour votre temps ce matin. C'est vraiment J'espère très que ça a été pertinent et utile. Certainement, je suis sûre qu'à la maison, les jeunes, ça a pu vous aider et vous éclairer là, par rapport à cette profession-là qui est psychologue. Si vous voulez en apprendre plus, sachez que cet après-midi, on aura une enseignante au primaire avec nous. Et voilà, donc là-dessus, encore une fois, je vous félicite les jeunes d'avoir pris les moyens concrets pour vous informer sur la profession qui vous intéresse. Et là-dessus, je vous souhaite une belle journée à tous. Merci.